Pour tuer quelqu'un, vise la jugulaire. L'Ukraine connaît bien cette méthode, et elle vient de porter un coup dévastateur à l'artère principale qui maintient la Crimée occupée en vie. 1,5 million de Russes repensent maintenant à leur décision d'occuper la Crimée avec désespoir. La phase finale du plan de l'Ukraine pour la dérussification de la Crimée commence maintenant, et tout se joue autour d'un pont. Mais ce n'est pas le pont auquel vous pensez. On accorde tellement d'attention au pont de Kertch, qui relie la Russie continentale à la Crimée. La Russie a justement investi au moins 3,7 milliards de dollars pour construire cette ligne vitale de 19 km vers la péninsule occupée. Et cela n'est pas sans raison. Il était censé servir de liaison routière directe essentielle reliant la Russie à la Crimée, ce qui le rend vital pour l'armée de Poutine. Mais ce pont majeur n'est pas le seul à aider Poutine à s'assurer que la Crimée reste russifiée. Il y en a un autre, sans doute encore plus important pour la Russie dès le début de l'invasion lancée par Poutine. Situé dans le village de Tchornihiv, ce pont relie les régions du sud occupées de l'Ukraine à la Crimée. Il traverse l'oblast de Kherson, dans le cadre du passage de Giankoï, et il fait partie d'une grande route terrestre qui relie la Crimée occupée aux parties de l'Ukraine actuellement sous contrôle russe. En résumé, ce pont et les routes qu'il relie sont vitaux pour la Russie, car ils servent de corridors logistiques permettant de transporter des troupes et des fournitures entre Kherson et la Crimée. Le pont de Tchennar a aussi une valeur symbolique. Lors de l'invasion lancée par Poutine, il a permis à la Russie d'envoyer rapidement des troupes dans le sud de l'Ukraine. Le pont de Tchennar a été l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie a pu connaître autant de succès lors des premières semaines de la guerre. Et il y a même des spéculations selon lesquelles des traîtres au sein des services de renseignement ukrainiens auraient permis à la Russie d'utiliser ce pont pour submerger le sud de l'Ukraine au début de l'invasion. Ces spéculations n'ont mené à aucune arrestation majeure. Cela souligne néanmoins que le pont de Tchennar est souvent éclipsé par le pont de Kertch, beaucoup plus grand et impressionnant. L'Ukraine vient justement de remettre ce pont sous les projecteurs. La nouvelle est tombée le 7 juin. Une opération nocturne de drones menée par l'armée ukrainienne a visé le pont de Tchennar. L'opération a réussi. Le pont a été si endommagé que sa réparation prendra probablement des mois, coupant ainsi une voie vitale reliant la Crimée à l'Ukraine occupée. On vient de couper une partie de la veine jugulaire, elle pourrait ne pas s'en remettre. Nous assistons ici à la phase finale du plan ukrainien pour libérer la Crimée. D'abord, l'Ukraine isole, puis elle détruit. Cette stratégie pose de nombreux problèmes à Poutine, comme vous le verrez. Mais d'abord, il faut revenir sur une frappe. Selon le Kyiv Independent, le premier bataillon d'assaut autonome ukrainien s'est associé à l'unité de drones code 9.2 du pays, pour une opération conjointe qui a détruit le pont. L'objectif de l'Ukraine était de couper la seule route principale permettant à la Russie d'approvisionner en hommes et matériel. Depuis la Crimée occupée, les lignes de front près de Kouliapola. Dimitro Filatov, commandant du premier bataillon d'assaut autonome, a précisé que cette frappe n'avait pas été menée uniquement parce que l'Ukraine en avait l'occasion. Il y avait un objectif précis. Ceci visait à bloquer les routes d'approvisionnement en carburant et lubrifiant de la 37e brigade de fusiliers motorisés, affirme Filatov. On observe une stratégie ukrainienne efficace en 2026, frapper la logistique arrière pour affaiblir la Russie au front. Le résultat a été une frappe, qui selon Alexandre Nastenko de l'unité code 9.2, nécessitera une quantité colossale de travail pour être réparée. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine a fait ce qu'elle a affirmé. L'unité code 9.2 a montré les coulisses de la frappe dans une vidéo du 7 juin. Le moment clé survient à la première minute, où l'on voit les images prises depuis les drones ukrainiens, lorsqu'ils s'écrasent sur la veine jugulaire reliant Kherson à la Crimée. Nous découvrons aussi l'intérieur d'une opération de drones ukrainiens, avec des images d'un centre de commandement montrant sa grande sophistication technologique. Ce n'est pas une action isolée, mais un travail systématique, précise la description de la vidéo. Ce travail a permis à l'Ukraine d'utiliser pour la première fois un nouveau drone de moyenne portée. Avant cela, la vidéo de l'unité code 9.2 n'est pas la seule preuve directe des lourds dégâts subis par le pont de Tchennar. Des preuves viennent aussi des autorités russes. Ils paniquent, à juste titre. Ils doivent expliquer à Poutine pourquoi un pont crucial pour l'effort de guerre russe a été frappé et pourquoi les défenses aériennes russes ont encore totalement échoué à arrêter l'attaque ukrainienne. Le nouveau drone joue un rôle, mais la Russie ne se préoccupe actuellement que des dégâts. La marionnette russe, Volodymyr Saldo, que le Kremlin a installé à la tête de Kherson occupée, a confirmé que des dégâts ont été causés au pont qui traverse le lac Sivash pour relier l'Ukraine occupée à la Crimée. Après une attaque de drones nocturnes, le tablier du pont a été endommagé près de Tchornihiv. La circulation au poste de contrôle de Jankoï a été temporairement bloquée pour des raisons de sécurité.
Les véhicules passent par les postes d'Armiansk et de Perakop, précise Saldo. Il y a quelques points intéressants dans ce commentaire. Tout d'abord, il n'est pas fait mention de débris de drones. Le vieux prétexte habituel n'a pas été invoqué, ce qui montre que Saldo n'a pas reçu les consignes de Moscou. Tu ne dois pas confirmer la réussite de l'Ukraine, Saldo. Tu es censé dire au monde que les défenses aériennes russes ont été tellement efficaces qu'elles ont réussi à faire exploser les drones ukrainiens exactement aux endroits que l'Ukraine voulait frapper. Il y a aussi les points de contrôle évoqués par Saldo. Armiansk et Perakop ne sont pas de bonnes alternatives. La seconde est une route trop étroite pour les grands convois militaires que la Russie doit faire passer entre la Crimée et le sud de l'Ukraine occupée. Pour Armiansk, c'est plus solide, mais il y a un petit pont sur la route que la Russie doit absolument préserver. Si elle veut continuer à utiliser ce poste de contrôle, est-ce que cela sera la prochaine cible de l'Ukraine dans sa stratégie de dérussification de la Crimée? Seul l'avenir nous le dira. Actuellement, la Russie cherche des alternatives à la route reliant l'autoroute R280, ciblée par l'Ukraine pendant la majeure partie du mois de mai. Les unités ukrainiennes et leurs drones exercent déjà un contrôle aérien partiel sur cette autoroute, ayant détruit de nombreux véhicules russes sur ce tronçon clé ces dernières semaines. La stratégie passe à la phase suivante. D'abord, neutraliser les véhicules, puis détruire les ponts, permettant à la Russie de les envoyer sur la IRAR 280. C'est brillant pour l'Ukraine, et une perte potentielle pour la Russie en Crimée. Ce que nous venons de voir de la part de l'Ukraine n'est pas non plus une première. C'est la suite tant attendue d'une attaque contre le pont de Tchornihiv qui a eu lieu en août 2023. L'Ukraine a utilisé des missiles Storm Shadow pour fermer temporairement le pont, mais les autorités russes ont affirmé qu'un seul missile avait touché sa cible, les autres ayant été abattus par la défense aérienne. La Russie n'a pas eu de chance cette fois, et l'Ukraine n'a pas utilisé d'armes occidentales pour frapper le pont de Tchernihiv. Tous les drones ayant atteint leur cible le 7 juin ont été fabriqués en Ukraine, dont un utilisé pour la première fois dans la guerre. Ce drone peut changer la donne pour l'Ukraine. Avant d'expliquer pourquoi, rappel, vous regardez The Military Show. Si la chaîne vous apporte des éclairages, abonnez-vous pour ne rien manquer. Un nouveau drone a rejoint la bataille. De quoi s'agit-il? Le nom dit à lui seul pourquoi l'arme ukrainienne est si dangereuse. Le Behemoth est arrivé. De nombreuses sources rapportent que l'Ukraine a déployé son nouveau drone pour la première fois, aux côtés de plusieurs drones FP fabriqués par Firepoint. Le Behemoth, dévoilé en mai 2026 avant les premiers rapports, présente des caractéristiques techniques qui en font un ajout impressionnant à l'arsenal de frappe à moyenne portée de l'Ukraine. Développé par Culver Aerospace et Glafer, le Behemoth possède un rayon d'action d'environ 300 km et une conception unique à double ogive, qui lui permet d'infliger une double dose de dévastation à une cible. Le nez du drone abrite une ogive à fragmentation hautement explosive pesant 40 kg. Derrière cette première ogive se trouve une seconde. Pesant 35 kg, cette seconde ogive est thermobarique, également connue sous le nom de bombe à vide. Ces ogives sont mortelles. À l'impact, une charge explosive ouvre un conteneur qui disperse un mélange de carburant en nuages, pouvant s'infiltrer partout. Ensuite, la charge secondaire fait exploser le nuage et crée une immense boule de feu. L'onde de choc qui en résulte génère un vide qui aspire tout l'oxygène environnant, rendant l'ogive suffisamment puissante pour détruire du matériel et anéantir des bâtiments renforcés. Ou, dans ce cas, pour détruire un pont essentiel à la Russie pour garder le contrôle sur la Crimée. Le Behemoth est aussi polyvalent pour cibler que destructeur lors de son explosion. Le drone offre divers modes de contrôle, dont le FPV, la navigation autonome et semi-autonome, pour s'assurer qu'il atteigne sa cible. Ce drone vole à basse altitude, le rendant très difficile à intercepter par la défense aérienne. Ces systèmes scrutent le ciel. Le Behemoth vole juste sous leur radar pour frapper. Nous comprenons mieux comment l'Ukraine a détruit le pont de Tchernihiv. Les drones FP auraient causé les premiers dégâts, frappant avec des charges d'environ 170 kg en supposant qu'il s'agissait du FPFP-2, utilisé par l'Ukraine. Cela n'aurait sans doute pas détruit le pont, mais aurait provoqué des dégâts et des fissures exploitables par le mastodonte. Une frappe thermobarique de suivi aurait suffi à transformer ces fissures en trous béants, mettant le pont de Tchornihiv hors service dans un avenir prévisible. La Russie subit un revers avec la perte du pont de Tchornihiv. Si l'Ukraine cible à présent la route de Yarmiansk, choisie en alternative par la Russie, un autre pont risque de recevoir bientôt la visite du mastodonte. L'Ukraine coupe progressivement toutes les routes terrestres utilisées par la Russie pour accéder à la Crimée occupée, et pourrait préparer une nouvelle attaque sur la principale de ces routes. Nous avons mentionné le pont de Kerch au début de la vidéo. Il y avait une raison à cela.
Le 5 juin, la nouvelle est tombée que l'Ukraine avait détruit un navire de patrouille des frontières russes chargé de protéger le pont de Kertch. Le navire de classe Svetliak a été touché la veille du rapport et fait partie du dispositif de sécurité navale à plusieurs niveaux établi par la Russie autour du pont. Ce réseau doit surveiller toutes les approches maritimes. L'Ukraine en a éliminé une partie. Nous assistons peut-être à la préparation de l'Ukraine pour le grand final. Une frappe sur le pont de Kertch, après la destruction du pont de Tchernihiv, enverrait un message clair à Poutine. Toutes vos routes terrestres appartiennent à l'Ukraine. La Crimée suivra. L'Ukraine a frappé fort le 7 juin et prépare peut-être une action plus grande, tout en démantelant discrètement le dispositif de sécurité russe autour du pont de Kertch. Concentrons-nous maintenant sur la Crimée. Les 1,5 million de Russes qui occupent la péninsule verront cela avec horreur. Encore une fois, ils assistent à une frappe les isolant du continent ukrainien et supplient le Kremlin, sans succès. C'est la stratégie de frappe intermédiaire de l'Ukraine. Et cette campagne prépare la phase finale de la dérussification de la Crimée. L'arrière de la Russie, notamment les zones desservant la Crimée, a été fortement touchée en mai et juin. Nous avons évoqué les frappes ukrainiennes sur la RR-280. L'attaque du pont Chenard s'inscrit dans cette série. Couper ce corridor terrestre était l'un des principaux objectifs de la contre-offensive ukrainienne ratée de 2023. L'approche actuelle diffère. L'Ukraine ne cherche pas à occuper, mais à contrôler, via une campagne asymétrique reposant sur la nouvelle génération de drones de moyenne portée, remarquée en 2025. Fin mai, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a annoncé le programme Logistics Lockdown, prévoyant d'investir près de 113 millions de dollars dans des unités de drones ciblant la logistique russe à l'arrière. Ce programme s'appuie sur plus de 1000 frappes de moyenne portée géolocalisées que l'Ukraine a déjà menées en 2026 selon New Voice of Ukraine. Et cela coïncide avec la campagne contre la RR-280, qui a transformé ce pont terrestre vital en une autoroute de l'enfer. L'Ukraine ne vise pas seulement la RR-280 et les ponts reliant la zone occupée. Tout ce qui sert à l'occupation russe de la Crimée est ciblé par les nouveaux drones ukrainiens. Quiconque a prêté attention à la façon dont l'Ukraine mène ses frappes pourra déjà deviner que la destruction du pont de Tchénar n'était pas le seul objectif du pays le 7 juin. Le même jour, les forces spéciales ukrainiennes ont également mené une série de frappes dévastatrices contre les infrastructures pétrolières russes à l'intérieur même de la Crimée. Le dépôt pétrolier de Semipsemikolodyzhanska et un terminal maritime de carburant à Féodosia ont été ciblés, l'Ukraine cherchant à priver la Crimée occupée du carburant qui aide Poutine à garder le contrôle. En retirant le carburant, vous découragerez 1,5 million d'occupants de rester sur la péninsule. C'est une stratégie de moyenne portée à plusieurs niveaux qui étouffe la Russie sur tous les fronts. En attaquant le pont Tchénar, l'Ukraine coupe à la source l'approvisionnement et l'acheminement des troupes russes. Les attaques sur la RR-280 mettent hors d'usage les véhicules russes allant ou venant de Crimée. En ciblant les dépôts et terminaux pétroliers en Crimée, l'Ukraine détruit le carburant sur la péninsule, aggravant les effets de ses frappes dans l'Ukraine occupée. L'avenir de la Crimée est déjà scellé. L'Ukraine atteint la dernière étape de sa dérussification, et la Russie paraît impuissante. La campagne à moyenne portée permet tout cela. Il y a un an, des drones comme le Behemoth n'existaient pas dans l'arsenal ukrainien. Aujourd'hui, ces drones limitent la capacité de la Russie à mener des manœuvres opérationnelles sur le front en détruisant centres de commandement, logistique et troupes à l'arrière. En Crimée, hors du front, la situation diffère. La Russie pensait y établir un refuge sûr pour déployer troupes et matériel vers les régions occupées d'Ukraine. Les drones ukrainiens, plus puissants et à longue portée, ont transformé ce refuge en enfer. La Crimée est touchée de plein fouet par le programme Logistics Lockdown qui étouffe son approvisionnement en carburant. Depuis fin mai, les automobilistes de Sébastopol ne peuvent acheter que 20 litres de carburant par véhicule, et il est interdit de remplir des jerrycans en raison des nombreuses pénuries. Des images de files d'attente à perte de vue émergent de Crimée, accompagnées de photographies d'épaves en flammes de camions-citernes censés approvisionner la péninsule. Les stations-service de Crimée sont maintenant totalement à court de carburant. L'Ukraine ramène la guerre aux 1,5 million d'occupants que Poutine a installés dans la péninsule. Mais la stratégie concernant la Crimée va bien au-delà de cela. L'isolement est l'objectif. Les files d'attente aux stations-service de Crimée illustrent cet isolement. L'Ukraine coupe l'approvisionnement en carburant et détruit les défenses de Crimée installées par Poutine. Une campagne de frappe vise à rendre la position de Poutine en Crimée intenable. Stratégiquement, la Crimée devient peu à peu inutile pour la Russie comme atout militaire. Oui,
Des équipes de drones peuvent toujours attaquer les villes ukrainiennes depuis la péninsule. La flotte de la mer Noire a été repoussée, et l'Ukraine coupe désormais les routes logistiques entre la Crimée et les territoires occupés. Couper les routes est crucial pour isoler la Crimée, et la rendre inutilisable pour la Russie, afin de pousser Poutine à relâcher son emprise sur la péninsule. Si l'Ukraine reprend le contrôle, elle pourra atteindre des localités occupées comme Boudiansk et Mariupol, et renforcer sa présence en mer d'Azov. La Crimée est la pièce maîtresse, le point focal. L'Ukraine et la Russie le savent, mais l'Ukraine a pris l'initiative dans la bataille pour la péninsule. La situation empire car la priorité de Poutine est de maintenir la présence militaire russe en Crimée. La majeure partie de la pression exercée par les frappes ukrainiennes pèse surtout sur les civils de la péninsule, et sur le gouvernement fantoche installé par Poutine. Ce gouvernement doit expliquer l'absence de carburant en station-service, et l'échec des défenses russes face aux drones ukrainiens en Crimée et dans les territoires occupés. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'Ukraine transformer ce qui est censé être l'un des plus grands atouts de Poutine en un fardeau qu'il ne peut plus se permettre d'entretenir. En asphyxiant la Crimée, l'Ukraine empêche les Russes d'attaquer directement les zones vulnérables du continent. L'Ukraine contraint aussi Poutine à des choix difficiles. Si la Russie renforce la Crimée, elle s'affaiblit sur le front et chez elle. Ne pas remplacer ce que l'Ukraine détruit rend la Crimée vulnérable à d'autres frappes, envoyant un message plus fort. Il est temps pour 1,5 million d'occupants de partir. Le pont Chénard était vital pour la Crimée occupée. Voilà pourquoi nous l'appelions la veine jugulaire. L'Ukraine l'a ouverte à l'aide d'un nouveau drone. La Russie réparera sans relâche, mais cela ne changera rien. Même remis en service, le pont reste menacé par le Behemoth et ses homologues FP, prêts à frapper encore. D'autres routes terrestres, notamment le pont de Kertch, sont aussi menacées. C'est la phase finale de la dérussification de la Crimée. Le Behemoth a débarqué, et le pont Chénard n'est que le début. Et il n'y a pas que le Behemoth, ce drone qui détruit la logistique russe. Sur la route RR-280, une autre innovation ukrainienne fait des ravages. La déesse de la guerre Morrigan frappe et paralyse les lignes d'approvisionnement russes en Crimée. Découvrez ce nouveau drone et son utilisation par l'Ukraine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des mises à jour quotidiennes sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.